Bonjour et bienvenue. On a tous vécu cette scène, j'en suis certain. On veut aider quelqu'un, un ami, un parent, un patient. Oui, si on est soignant par exemple. Exactement. Et on est absolument convaincu, mais convaincu de savoir ce qui est bon pour cette personne. Imaginez un médecin face à quelqu'un qui fume cigarette sur cigarette, ou un proche qui oublie tout le temps de prendre son traitement. On le voit tous les jours, ça. Et notre premier réflexe, c'est quoi? On argumente, on liste les dangers, on sort la science, on propose des solutions. On veut corriger la situation, voilà. Les sources qu'on a épluchées pour aujourd'hui donnent un nom à ça, le réflexe correcteur. Et ce nom est parfait. Il décrit vraiment cette impulsion quasi irrésistible, hein. On voit un problème et hop, on veut le réparer chez l'autre. C'est souvent bienveillant. Mais ça reste une impulsion, c'est ça. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe un peu fou qui est vraiment au cœur de nos lectures. C'est que plus on pousse, plus on sort nos meilleurs arguments pour convaincre. Et plus l'autre se braque. Il résiste et parfois même il fait tout le contraire. Ça me fait penser à une discussion avec un ami l'autre jour où j'ai complètement fait ça. J'ai activé mon réflexe correcteur à 200%. Ah oui. Et évidemment, il s'est fermé comme une huître. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Alors aujourd'hui, on va explorer une approche qui fait, tout l'inverse. L'entretien motivationnel. Les M, comme on dit souvent. L'idée, c'est de comprendre comment on peut aider quelqu'un à trouver sa propre envie de changer sans jamais le brusquer. C'est un peu l'art de danser avec la personne, plutôt que de la pousser sur la piste de danse. C'est une très belle image. Et pour bien commencer, il faut préciser ce que ce n'est pas. L'entretien motivationnel, ce n'est pas Une panoplie de techniques de manipulation pour forcer la main de quelqu'un. C'est une crainte qu'on pourrait avoir. Absolument. Ses créateurs, Miller et Rolnick, insistent vraiment là-dessus. C'est avant tout un style de communication, une posture collaborative. La définition qu'ils en donnent, c'est une conversation orientée vers un but qui vise à renforcer la motivation intrinsèque de la personne au changement. Intrinsèque. Le mot est lâché. Oui, et il est essentiel. On cherche la motivation qui vient de l'intérieur de la personne, pas celle qu'on tente de plaquer de l'extérieur, quoi. Donc, si je comprends bien, avant même de penser à des outils ou à des phrases toutes faites, il faut changer complètement sa façon de voir la conversation. C'est ça. Il y a une sorte de philosophie à adopter. Les sources parlent de l'esprit de l'EM. C'est quoi, concrètement, cet état d'esprit? Absolument. L'esprit prime sur la technique. Un point qui ressort avec force dans les textes, c'est qu'on peut appliquer les techniques de manière mécanique et passer complètement à côté. D'accord. Cet esprit repose sur 4 piliers. Le premier, c'est le partenariat. On n'est pas l'expert qui sait tout et qui va dire à l'autre quoi faire. Non. On travaille avec la personne, pas sur elle. C'est une alliance. Comme deux experts qui se rencontrent, en fait. C'est exactement ça. L'expert du changement d'un côté et l'expert de sa propre vie de l'autre. Chacun amène son savoir. Ce qui est déjà une rupture totale avec l'image du médecin sur son piédestal qui donne une ordonnance sans discussion. On est d'égal à égal. Complètement. Le deuxième pilier en découle logiquement. C'est le non-jugement ou l'acceptation. Et honnêtement, c'est sans doute le plus difficile. Ah oui. Oui, il s'agit de respecter de manière absolue l'autonomie de la personne. Et cela inclut, et c'est le point qui fait grincer des dents, de respecter son droit de ne pas changer. On accueille la personne là où elle en est sans la juger. Alors là, j'ai une question concrète. Ça me semble presque surhumain comme concept. Si on a un patient diabétique qui nous explique qu'il adore les sodas et qu'il n'imagine pas sa vie sans, comment on fait pour ne pas juger? L'envie de lui dire « mais enfin c'est dangereux pour vous », elle doit être... Incroyablement forte, oui. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une forme d'indifférence, de donner l'impression que le problème n'est pas si grave? C'est la question clé. Et c'est une crainte tout à fait légitime. Le non-jugement, ce n'est pas l'approbation ou l'indifférence. On peut accepter ce que la personne ressent et pense, Je comprends que ces boissons sont un vrai plaisir pour vous. voilà, tout en restant clair sur les faits. Et en même temps, nous savons que c'est un risque pour votre santé. En ne jugeant pas, on crée un espace de sécurité où la personne peut explorer son ambivalence sans se sentir attaquée. D'accord, je vois. Si on la blâme, Elle va passer toute son énergie à se défendre. Si on l'accepte, elle peut utiliser cette énergie pour réfléchir. Le troisième pilier, c'est la compassion. C'est simplement le fait d'agir dans l'intérêt de l'autre pour son bien. C'est la boussole éthique de la démarche. ok. Donc on accepte la personne, mais on ne perd pas de vue son bien-être. Et le dernier pilier, Le dernier, c'est peut-être le plus révolutionnaire. C'est l'évocation. Et c'est là le grand renversement.
On arrête de se voir comme un mécanicien qui doit réparer quelqu'un. J'aime bien l'image. On devient une sorte d'archéologue. On part du principe que le trésor, la motivation, les raisons de changer, les valeurs importantes, est déjà là, quelque part chez la personne. Enfoui sous des couches d'habitude, de peur. Exactement. Et notre seul travail, c'est de tendre à la personne les bons outils, une question, une reformulation, pour qu'elle puisse creuser elle-même et le découvrir. On ne donne pas la motivation, on la fait émerger. L'image des archéologues est très, très parlante. On n'est plus un fournisseur de solutions, mais un guide qui aide à déterrer un potentiel. Ce qui nous ramène au fameux réflexe correcteur. Pourquoi est-il si naturel, mais si toxique pour une conversation? Il est naturel parce qu'il part souvent d'une bonne intention. On veut aider, on veut protéger. Le problème, c'est que quand on dit « tu devrais », on envoie plusieurs messages implicites. « Je sais mieux que toi » Tu fais mal. et surtout « tu dois changer comme je le dis ». Ça menace directement le besoin fondamental d'autonomie de la personne. Et la réaction saine et normale face à une menace sur son autonomie, c'est de résister. C'est presque une loi de la physique sociale. C'est ça. Si je vous pousse, votre premier réflexe sera de pousser en retour pour garder l'équilibre. L'entretien motivationnel, en fait, il désamorce ce jeu de pouce-pouce. En ne poussant pas, on n'invite pas l'autre à résister. Tout ça est très clair sur le plan philosophique. Mais j'imagine que beaucoup de gens se disent « D'accord, mais demain, face à mon patient ou à mon ado qui ne veut pas faire ses devoirs, je dis quoi? Par où je commence concrètement ?» Oui, la question pratique. Est-ce que c'est une approche réservée à des séances d'1 heure chez un psy? Non, absolument pas. Et ça, c'est l'un des points forts de la méthode. Elle est utile dès qu'il y a de l'ambivalence. L'ambivalence, c'est cet état où on est tiraillé. Je veux et je ne veux pas en même temps, voilà. Je veux arrêter de fumer pour mon souffle, mais j'adore ma pause cigarette avec les collègues. C'est le cœur du sujet. Et on la trouve partout. Les sources citent la diabétologie, la cardiologie, la kiné, la médecine générale. Et ça peut être rapide, hein. Oui, on n'a pas besoin de prévoir 1 heure. Un des articles souligne que même en 5 minutes, au détour d'une consultation, le simple fait d'adopter l'esprit de l'EM et d'utiliser 1 ou 2 outils peut complètement changer la trajectoire de l'échange. Et au-delà d'avoir une conversation plus apaisée, quels sont les bénéfices pour les deux parties? Pour le patient, je devine, mais pour le professionnel qui est souvent au bout du rouleau. Ah, les gains sont énormes des deux côtés. Pour le patient, c'est évident. Il se sent enfin écouté, compris dans sa complexité, pas juste réduit à son problème. Il peut baisser la garde. Exactement. Il n'a plus besoin de se défendre, il devient acteur de son parcours. Et ça augmente son sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire sa confiance en sa capacité à changer. Et pour le soignant? Alors pour le soignant, et c'est un point absolument crucial, des sources, le bénéfice est immense. C'est moins de frustration, moins de conflits et surtout moins d'épuisement. On arrête de porter le changement sur ses épaules. On lâche prise, en quelque sorte. On lâche prise sur cette idée qu'on est responsable du résultat. Ça peut sembler un abandon, mais c'est une libération. On se concentre sur la qualité de la relation, pas sur le fait de gagner le débat. Et les études sont formelles. Cette approche réduit significativement le risque de burn-out chez les soignants, souvent lié à ce sentiment d'impuissance. C'est un cercle vertueux, en somme. Une approche qui protège tout le monde. Alors allons-y. C'est quoi cette fameuse boîte à outils? On a parlé d'un acronyme, ORS. Oui, ORS, qui veut dire RAM en anglais, c'est une belle image des outils pour faire avancer le bateau de la conversation ensemble. J'aime bien. Chaque lettre est une compétence. Le O, c'est pour questions ouvertes. Ce sont des questions qui appellent une histoire, pas un oui ou un non. Ok, un exemple. Fermé et qui invitent à un non défensif, on pourrait demander « Si vous décidiez de changer un jour, qu'est-ce qui serait différent dans votre vie ?» On ouvre un espace de réflexion, pas un interrogatoire. D'accord. La deuxième lettre, le A, c'est pour affirmation. C'est juste dire des choses gentilles. Pas tout à fait. Le A pour affirmation ou valorisation, ce n'est pas de la flatterie. C'est chercher et nommer sincèrement les forces, les efforts, les valeurs de la personne. C'est reconnaître ce qui est positif. Concrètement, pour notre fumeur, ça pourrait être « Vous fumez depuis 20 ans, mais vous êtes ici aujourd'hui pour en parler ». Ça demande du courage d'aborder un sujet aussi difficile. Ça renforce l'alliance et ça montre à la personne qu'elle a des ressources en elle. D'accord. Ensuite, le R. Les sources le présentent comme l'outil le plus puissant, le cœur du réacteur. Oui, le R pour reflet, ou l'écoute réflexive. C'est la compétence reine.
Il ne s'agit pas de répéter bêtement comme un perroquet, Non, bien sûr. mais de reformuler ce que la personne dit, pense ou ressent, comme si on lui tendait un miroir. Et le reflet le plus utile, c'est celui qui capture l'ambivalence. Un exemple précis. Pour notre fumeur, l'exemple classique des textes est « D'un côté, la cigarette est une vraie compagne pour vous, elle vous aide à gérer le stress, et en même temps, cette tout le matin commence à sérieusement vous inquiéter. » C'est vrai qu'une phrase comme ça ouvre la porte, au lieu de la claquer. En entendant ça, la personne se sent profondément comprise dans son conflit intérieur. Elle n'a plus besoin de défendre le côté plaisir parce qu'on l'a déjà reconnu pour elle. On valide les deux côtés de la balance, sans prendre parti. La personne peut se dire « oui, c'est exactement ça ». Et le S, pour finir, Le S pour résumer. De temps en temps, on fait une pause et on rassemble les fils. Alors, si je reprends, on a parlé du plaisir que vous trouvez dans la cigarette, de votre inquiétude grandissante pour votre souffle, et vous avez mentionné que vous aimeriez pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans être essoufflé. Est-ce que c'est bien ça? ça structure, ça montre on est écouté. Et ça permet de préparer la suite en mettant en lumière ce qu'on appelle le discours changement. Question ouverte, affirmation, reflet, résumé. C'est très clair. Et il y a aussi cette technique bonus mentionnée dans les sources que j'ai trouvée redoutablement intelligente. Ah, l'échelle d'importance! C'est un outil simple mais génial pour faire parler la personne en faveur du changement. Comment ça marche? On demande, sur une échelle de 0 à 10, où 0 est pas du tout important et 10 extrêmement important, à quel point est-ce important pour vous aujourd'hui de changer ça? Imaginons que la personne réponde 4. J'avoue que je suis bluffé. Mon premier réflexe, mon réflexe correcteur aurait été de dire « seulement 4, mais c'est vital, vous devriez être à 9 ». Et là, vous auriez tout gâché. Oui, j'aurais relancé le jeu de pouce-pouce. Exactement. La question magique de l'EML est à l'opposé. On demande « et pourquoi 4 et pas 2 ?» Ah, d'accord. Et là, il se passe un truc incroyable. Pour justifier de ne pas avoir mis un score plus bas, la personne est obligée de chercher en elle et de verbaliser ses propres raisons de changer. Elle va se mettre à argumenter toute seule. C'est ça. Elle va dire 4 quand même, parce que je sens bien que je suis plus vite essoufflé dans les escaliers. Ou parce que ma fille m'a fait une remarque l'autre jour. C'est elle qui se met à argumenter pour le changement. On a totalement inversé la dynamique. Ce n'est plus nous qui argumentons, c'est subtil et c'est puissant. On ne se positionne pas en adversaire, mais en allié de la partie d'elle qui veut déjà un peu changer. On fait parler ce 4 plutôt que de se battre contre le 6 manquant. Si on devait résumer toute la philosophie de l'EM en une phrase, ce serait peut-être ça. C'est un exercice de lâcher prise. On lâche prise sur notre besoin de contrôler le résultat pour se concentrer à 100% sur la qualité de la conversation et de la relation. Et le paradoxe, c'est qu'en faisant ça, c'est qu'en renonçant à forcer le changement, on crée les conditions les plus favorables pour qu'il se produise. Une phrase dans un des articles résume tout, je trouve. Quand vous arrêtez de pousser, l'autre arrête de résister. C'est une conclusion qui donne à réfléchir. Pour finir, j'aimerais proposer une petite expérience directement inspirée de nos lectures. Je vous écoute. Dans les jours qui viennent, juste essayer de repérer son propre réflexe correcteur au quotidien. Dans une discussion, au moment où on sent monter cette envie de donner un conseil non sollicité, de dire « tu devrais » ou « à ta place je », faire une pause, juste une seconde. Juste observer l'impulsion, voilà. Et à la place, essayez de formuler un simple reflet de ce que la personne vient de dire. Quelque chose comme « on dirait que cette situation est vraiment frustrante pour toi », juste pour voir, pour observer comment cette simple modification peut transformer la dynamique de l'échange. C'est une excellente suggestion, parce que peut-être que le vrai changement, celui qu'on espère tant chez les autres, commence souvent par changer notre propre façon d'écouter.